La liberté, la morale. La liberté comme absence de contrainte implique le règne. A. Des passions. B. De l'anarchie. C. De la justice. Le déterminisme est synonyme de A. Fatalisme. B. Nécessité. C. Superstition. Le problème métaphysique de la liberté pose celui de l'existence. A. Du libre arbitre. B. De la liberté politique. C. De la raison. Qui a parlé de déterminisme psychique? A. Platon. B. Leibniz. C. Freud. Pour le sage stoïcien, la liberté c'est A. Accepter la nécessité. B. Se révolter. C. S'engager. La liberté d'indifférence est-elle pour Descartes une liberté? A. Oui. B. Non. Le principe kantien d'autonomie de la volonté est A. Le devoir. B. La loi. C. L'impératif catégorique. L'existence précède l'essence, a dit A. Nietzsche. B. Freud. C. Sartre. L'existentialisme est une philosophie. A. De la résignation. B. De l'engagement. C. De l'attentisme. Qu'entend-on par liberté ontologique? A. Le principe selon lequel l'homme agit comme il l'entend, suivant les rapports complexes entre sa volonté et ses désirs. B. La liberté au sens restreint du terme. C. Le sentiment de liberté issu de son expérience quotidienne. Qu'est-ce que l'éthique? A. La quête des principes du bien et du mal.
B. L'ensemble des théories liées à la conduite en société. C. La discipline visant à dire comment les hommes doivent se comporter entre eux. De quelle faculté de l'esprit la notion de liberté se rapproche-t-elle? A. De l'entendement. B. De l'imagination. C. De la volonté. Comment se décompose le terme « autonomie » A. Se donner soi-même sa propre norme de conduite. B. Réfléchir sur sa conduite. C. Se donner soi-même un nom. Qu'est-ce qui, dans ma condition d'homme, m'empêche d'être pleinement libre? A. Ma condition propre. B. Le rapport aux autres. C. La vanité de mes actions. Pourquoi l'obéissance à la loi morale peut-elle être facteur de ma liberté? A. La loi morale est sécurisante. B. La loi morale est conforme à mon bien. C. La loi morale m'est imposée. Quelle limite rencontre ma liberté juridique? A. La loi. B. La liberté d'autrui. C. Aucune limite. Dans quelle mesure la contrainte intérieure peut-elle me permettre d'accroître ma liberté? A. En me faisant violence, je me montre libre à l'égard de mes désirs. B. Par la contrainte, j'éprouve les limites de ma condition. C. En m'interdisant certains actes, je savoure mieux les autres. Ce qui ne peut pas ne pas être s'appelle A. L'obligation. B. La contrainte. C. La nécessité. Pourquoi considérer que la liberté est plus grande lorsque les actions sont orientées vers une fin? A. Parce que la fin justifie les moyens. B. La fin donne sens à mes actes. C. Parce que je saurais mieux choisir les moyens pour y parvenir. Pourquoi le libre arbitre ne peut-il suffire à définir une pleine liberté? A. Parce que je ne suis pas sûr que mes projets seront réalisés. B. Parce que son usage ne prend pas forcément en considération la valeur de l'action. C. Parce que les choix qu'il a à déterminer sont limités.
Que veut-on dire par l'expression « choisir », c'est renoncer? A. En acceptant une possibilité, le choix rejette les autres. B. On renonce au fait de choisir. C. En choisissant, on risque de ne pas parvenir à son objectif, ce qui peut s'avérer décevant. Dans quelle mesure le temps est-il la condition de ma liberté? A. Le temps me laisse la possibilité de réfléchir. B. L'acte par lequel se manifeste ma liberté est tourné vers l'avenir. C. Le sujet ressent sa liberté grâce au temps qui passe. Pourquoi certains philosophes considèrent-ils que la connaissance accroît la liberté? A. Parce que la connaissance me permet d'agir plus efficacement que mes semblables. B. Parce que la connaissance me donne du recul face aux événements. C. Parce que la connaissance garantit les motifs de mes actions. Si j'abandonne ma liberté naturelle pour appartenir à un État, quelle liberté vais-je gagner en échange? A. La liberté juridique. B. Une liberté illusoire. C. Une liberté de choix. Pourquoi l'imagination semble-t-elle réduire ma liberté? A. Les représentations infondées qu'elle fait naître peuvent détourner du réel. B. Elle me fait croire que je suis libre. C. Par ces représentations, elle me fait imaginer autre que je ne suis. Pourquoi le devoir nous paraît-il contraignant? A. Parce que l'intérêt de ce qu'il m'impose n'est pas toujours clair. B. Parce qu'il s'oppose à ma liberté immédiate. C. Parce qu'il est douloureux à suivre. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le devoir peut également favoriser ma liberté? A. En acceptant de le suivre, je montre que je suis capable d'avoir un empire sur moi-même. B. Le devoir peut m'être bénéfique. C. Mon devoir est ma seule liberté. Que sous-entend l'idée que le devoir peut conduire à la réalisation de l'être? A. Qu'il existe une loi morale qui permet à l'être de se réaliser. B. En me contraignant, je suis maître de moi. C. L'être ne se réalise que dans le devoir. Pourquoi le plaisir ne peut-il être identifiable au bonheur? A. Le plaisir est temporaire et superficiel. B. Le plaisir est tyrannique. C. Le plaisir est une illusion.
Pourquoi semble-t-il difficile d'admettre qu'il existe des lois permettant de parvenir au bonheur? A. Si ces lois existaient, on les connaîtrait déjà et le bonheur serait un état durable. B. Le bonheur n'est qu'une illusion. C. Le bonheur n'est pas rationnel. Pourquoi est-il fréquent d'associer le bonheur et la vie après la mort? A. Parce que cette vie présente n'est faite que de souffrances. B. Parce que comme on ne peut pas savoir avec certitude ce qu'il y a après, il est permis d'espérer que ce soit meilleur. C. Le bonheur se définit comme un état de plénitude et de perfection qui semble inapproprié avec la condition humaine mortelle. Pourquoi le bonheur consisterait-il en une méfiance à l'égard du plaisir? A. Le plaisir peut rendre l'homme esclave et insatisfait. B. Le plaisir est plus intense que le bonheur. C. Le plaisir n'est qu'illusoire. Pourquoi est-il difficile d'envisager le bonheur comme un état perpétuel? A. Le bonheur a besoin de moments malheureux pour s'éprouver. B. La condition humaine est incompatible avec la pérennité du bonheur. C. Le bonheur n'est pas de ce monde. Pourquoi peut-on parfois considérer que le sentiment du bonheur est égoïste? A. Celui qui éprouve le bonheur ignore les souffrances d'autrui. B. Le bonheur des uns emprunte nécessairement au bien-être des autres. C. Le bonheur est la conséquence d'une injustice sociale. Parmi ces composantes de la condition humaine, laquelle est la plus opposée au bonheur? A. L'inscription dans la temporalité. B. Le rapport avec autrui. C. La faiblesse des facultés de l'homme. Si l'on admet que le bonheur se situe dans le bien, cela implique qu'il est A. Universel. B. Particulier. C. Singulier. Dans quelle mesure peut-on affirmer que bonheur et philosophie sont liés? A. La philosophie est l'amour de la sagesse, par conséquent, la sagesse consiste à chercher le bonheur. B. Philosopher rend heureux car cela détourne du réel. C. Comme la philosophie tente de tout définir, elle tâche aussi de définir le bonheur. Pourquoi la mort ne constitue-t-elle pas nécessairement un obstacle définitif au bonheur? A. La mort peut libérer l'homme de ses souffrances. B. La mort aide à prendre la mesure de chacun de nos actes. C.
La mort peut être oubliée pour ne plus empêcher d'être heureux.